Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. 18h34, vous êtes bien dans Europe Soir et on reprend les bonnes habitudes après l'été. On recommence nos débats jusqu'à 19h avec Isabelle Floren, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Modem, et avec Jonas Haddad, bonsoir. Bonsoir. Avocat et vice-président de la Fondation Concorde. Un petit mot sur la Fondation Concorde, parce que moi je ne connais pas. C'est un think tank économique plutôt libéral et qui a vocation à valoriser l'industrie et l'énergie en France. Ça tombe bien. Ah bah ça tombe bien. Vous voulez qu'on parle d'énergie d'abord ? Volontiers. Alors Agnès Pannier-Runacher, au pupitre, vêtue de rouge. Alors on sait que c'est d'une certaine manière, certains savent que c'est sa couleur préférée, c'est aussi la couleur de l'énergie. Elle est arrivée, elle nous a dit qu'elle avait 92% de stock de gaz, donc ça devrait laisser passer l'hiver, sauf si on a un hiver extrêmement rigoureux. Et puis alors, il y a quand même cette phrase sur les 32 réacteurs qu'on devrait remettre en route, alors que pour l'instant, ils sont en surveillance. Là-dessus, Jean-Bernard Lévy avait fait une sortie au MEDEF en disant « Mais attendez, on a dû en fermer 14 en attendant, on nous demande de surveiller les 32 qui sont en défection ». Comment est-ce que vous voyez ces annonces d'Agnès Pannier-Runacher, Jonas Haddad ? C'est la limite du en même temps. C'est-à-dire que dans le quinquennat Macron 1, on a voulu faire plaisir à la fois à ceux qui étaient favorables au business, mais à ceux qui étaient aussi le pendant écolo d'une certaine majorité. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve à enfin entendre les sonnettes d'alarme qui ont été tirées, mais même depuis bien longtemps. On parlait du patron d'EDF, mais il y a aussi le patron de l'autorité qui s'occupait de la sûreté nucléaire, qui lui aussi depuis longtemps a alerté. Et en fait, volontairement... Je parlais des tout derniers jours. Bien sûr, et volontairement, on ne l'a pas écouté. Et... Pardon, mais il faut le dire aussi pour que les auditeurs comprennent bien, mais je pense que l'argument a fait un feu de paille. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Si nous sommes dans cette situation, c'est par des choix négatifs et mauvais de la part du gouvernement Hollande, pour commencer, rendons à César ce qui est à César, puis Macron qui sont poursuivis, qui ont totalement déstructuré notre filière nucléaire. C'est pas Vladimir Poutine qui a fermé Fessenheim. C'est nous. Oui, et d'ailleurs, Madame Borne a été interrogée là-dessus, récemment par Jacques Serret d'Europe 1. Donc malheureusement, alors évidemment, la Russie et ce qui se passe vient accélérer ce choc, notamment, et c'est là aussi où il y a une erreur qui est commise, encore aujourd'hui par le gouvernement, notamment le choc gazier, puisque la Russie produit du gaz, non pas de l'électricité. Oui. Et les énergies intermittentes, comme les éoliennes qu'on nous vend comme la panacée, le gouvernement nous vend ça comme la panacée, sont alimentées par quoi ? Par du gaz. Et donc, en fait, là, on devrait au moins corriger cette petite erreur-là. On essaye encore de faire le en même temps. Et en fait, le pantalon est en train de craquer, quoi. Vous voyez, le grand écart, c'est bien, mais à un moment, là, on doit... Si vous voulez, moi, je pense que c'est le moment. Et le gouvernement, et il faut aussi là être clair, avait commencé à amorcer un virage positif, je trouve, juste avant la campagne d'Emmanuel Macron, là, en 2022, en disant, finalement, on s'est peut-être trompé, il faut peut-être repartir sur le nucléaire. Mais vous voyez, on a perdu du temps. Et on a perdu une chance, c'est-à-dire que là, on est déjà au taquet, et dès qu'arrive une crise, on est à la gorge. Isabelle Floren, sur le nucléaire, puisque c'est vrai que on en revient toujours là, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un pas en avant et deux pas en arrière ? Enfin, en tout cas, nous, je suis porte-parole du Modem. Et donc, on a toujours été clair sur le choix du nucléaire. François Bayrou l'a redit, comme haut commissaire au plan, encore dans une note stratégique sur la filière. On a toujours été donc, très clair au sein de la majorité sur la filière nucléaire et le nécessaire soutien, justement parce qu'on voit bien qu'en cas de crise, en cas de choc énergétique, comme nous le vivons actuellement, c'est bien de parler de sobriété. Il faut en parler et c'est nécessaire, mais on ne fera pas sans une filière nucléaire, sans le nucléaire en renfort. Donc, très heureux, entre guillemets, d'entendre la ministre de la Transition écologique, énergétique dire qu'il faut remettre ces 32 réacteurs en service et de le demander notamment à EDF. Mais... oui, peut-être, en tout cas, sur l'énergie, il y a eu des hésitations sûrement sur le précédent mandat. Ah non. Il y a eu des applications malheureuses, mais des choix qui avaient été faits par le mandat précédent. Moi, je vous ai laissé parler, donc juste me laisser terminer, qui ont été faits par le mandat précédent et qui ont été effectivement des choix dogmatiques. Et sur cette question-là, il faut sortir du dogmatisme. Les écologistes, moi je regrette
l'influence néfaste, justement, qu'ils ont pu avoir à un certain moment aussi dans cette majorité. Je regrette, on était en opposition. C'est même pas du en même temps, c'est de reconnaître qu'à un moment, on peut pas faire sans une énergie décarbonée, mais on est très clair, il y a eu des débats. Il y a eu des débats dans l'hémicycle, il y a eu des projets de loi, il y a eu des débats sur ces sujets. On a toujours essayé, nous, d'être clairs sur ces questions. François Bayrou a eu une position tout à fait claire qui, je pense, a amené aussi à ces choix d'Emmanuel Macron et à ses propositions en 2022 dans son programme présidentiel. Mais vous voyez, il y a un moment, là, maintenant, on fera sobriété, certes, et on fera avec le nucléaire pour passer, j'espère, aussi le cap de l'hiver, en espérant qu'il soit, évidemment, que la météo soit pas trop défavorable. C'est ça, en gros, ce qui est sorti du Conseil de défense. C'est ce que disent les ministres, et en l'occurrence Agnès Pannier-Runacher, puisqu'on parle d'elle, sur cette semaine, effectivement, elle a dit que ça dépendrait, évidemment, si on avait un hiver rigoureux ou pas, et c'est ce qu'avait dit Madame Borne devant le MEDEF. J'apprends à l'instant que la centrale de Zaporijia, puisqu'on parle beaucoup d'elle, qui est, vous le savez, en Ukraine et occupée par les forces russes, a de nouveau perdu la connexion au réseau électrique. C'est à nouveau, voilà. Est-ce que c'est inquiétant, vu que vous êtes un expert, Jonas, en énergie? Alors, expert en énergie, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai que c'est inquiétant parce qu'en fait, on voit bien qu'on ne peut plus compter sur cette région-là. Voilà. Et juste pour expliquer... Pour de nombreuses années. Hein. Pour des nombreuses années, et surtout, et c'est le cas de notre binôme qu'on voulait constituer avec l'Allemagne, 60% du gaz allemand vient de la Russie. Et donc, en fait, si vous voulez, l'accélération du choc gazier et du choc d'énergie qu'on va avoir va être accélérée. Donc c'est pour ça que je dis pas que tout est de la faute du gouvernement, mais en fait, la France avait, vous voyez, c'est un peu comme dans d'autres secteurs, on avait de la souveraineté. On n'avait pas besoin de dépendre des autres. Et c'était l'intuition magnifique du général de Gaulle, poursuivie par Pompidou. On n'avait pas besoin des autres. Et là, on s'est mis dans la main de une guerre. On va attendre qu'il fasse... on espère que les températures ne seront pas assez difficiles. C'est des réflexions, pardonnez-moi, mais de pays du tiers-monde, dans lequel on n'est pas en capacité de pouvoir se dire... Vous vouliez dire qu'on n'aurait pas dû soutenir l'Ukraine et on n'aurait pas dû faire de sanctions économiques à la Russie? Ah non, pas du tout. Moi, je dis pas que... Non, mais vous vous êtes dit, vous venez de dire, on s'est mis dans une guerre. On s'est mis dans rien du tout. D'abord, on n'est pas co-belligérant. Non. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Non, quand je vous dis, on s'est mis dans les mains d'autres personnes pour l'approvisionnement en matière d'énergie. Oui. Et c'est en fait en se plaçant dans la situation. Si on avait gardé toute notre dépendance nucléaire, si on avait gardé toute notre indépendance vis-à-vis du gaz en mettant moins d'énergie intermittente, eh bien on n'aurait pas eu besoin juste du gaz des Russes et on aurait pu avoir les mêmes sanctions. On va voir ce qui va se passer, parce qu'effectivement, dans les mois qui viennent, peut-être qu'on reviendra au taux nucléaire, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui changent d'avis maintenant sur le nucléaire. Il y a eu un grand, et puis on en parlait encore ce matin avec les grandes voix d'Europe 1, c'est vrai qu'il y a eu un traumatisme avec Fukushima. Aujourd'hui, regardez les Japonais, ils sont à nouveau revenus complètement sur le nucléaire, et puis tout va bien, c'est-à-dire qu'il y a eu une catastrophe. Derrière, il faut aller de l'avant. Et il y a des prévisions également qui ont changé. Vous avez remarqué que, également dans le secteur de l'énergie, on voit bien que les prévisions sur la consommation d'énergie, ça c'est des données de l'INSEE, c'est des données factuelles, et des prévisions qui ont changé en 3 ans. Entre une baisse finalement envisagée de la consommation et une reprise de la consommation globalement d'une société. On vit aussi avec ces changements, avec ces chocs. Alors, je suis d'accord, souveraineté énergétique, on peut en parler, mais on peut en parler au niveau européen. Ça, c'est aussi un devoir, et c'est ça qui a été dit au Conseil de défense. C'est aussi cette réunion du 9 septembre, cette solidarité européenne nécessaire. Mais et ça, justement. Mais le centre de l'Europe, enfin, on dit souvent, et à tort, à mon sens, que le centre... j'allais dire stratégique, c'est le couple franco-allemand. Est-ce qu'un jour, Jonas Haddad, vous qui avec votre think tank observez également les autres pays européens, est-ce qu'un jour on peut avoir un retour au nucléaire en Allemagne, ou est-ce que c'est complètement fini? C'est très compliqué parce qu'il y a une forme de consensus allemand là-dessus. L'Allemagne est aujourd'hui... C'est-à-dire qu'au niveau des électeurs, tout simplement, au niveau des citoyens. Et même des élus. Aujourd'hui, l'Allemagne, son énergie, il faut que les auditeurs comprennent, c'est un mix éolienne et charbon. Mais ils en ont beaucoup plus que nous. Ils en ont beaucoup plus que nous, éolienne et charbon. Sauf que ces technologies, les deux, émettent 10 fois plus de gaz à effet de serre que le nucléaire. Et donc nous sommes dans un rapport dans lequel naturellement... Mais ils n'ont pas les déchets nucléaires.
Certainement. Ah bah oui, par nature. Non, mais... Par nature. Enfin bon. Par nature. Et donc, enfin, en fait, bon, quoi. et oui, donc, non, en fait, mais dans je une. pense que, Isabelle Florennes, ça veut dire je quoi? pense que là, la question, franchement, des centrales à charbon et de la pollution et effectivement de la consommation de gaz éolienne est bien plus problématique que la question de la sûreté finalement et du fonctionnement des centrales nucléaires. Le problème de l'Allemagne, c'est cette coalition in fine depuis des années. Et en tout cas, cette présence, finalement... Accentuée avec Mme Merkel. Hein. Accentuée. Mais en avec fait, vous Madame avez été dans la Merkel. même coalition, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, vous Non. comme eux en Non. Allemagne, cédé à l'aile Non, écologiste. non, vous ne pouvez pas dire Et ça. quand tout à l'heure, je vous Absolument entendais... pas dire ça. Attendez, non, juste je ne peux pas quand- laisser dire ça. Laissez-le terminer, du coup. Quand je vous entendais dire tout à l'heure, il y a eu des débats au sein de la majorité. Il n'y a pas eu de débat. Il y a eu des décisions. Madame Borne était très fière en 2020 de venir à la radio, à la télé, dire « Nous sommes les courageux qui avons décidé de fermer Fessenheim ». Et j'ajoute qu'en plus du fait qu'il n'y a pas de débat, mais qu'il y a des décisions, c'est qu'une centrale à charbon a été rouverte dans notre pays. Donc en fait, quand on dit on veut se baser au niveau européen, oui, moi je suis pour le niveau européen, mais le niveau européen à la française, pas à l'allemande. Parce que sinon, on sera dépendant du gaz, soit de la Russie, soit de l'Algérie, et deux, on polluera plus. Donc il faudra m'expliquer quel est l'intérêt de s'aligner sur les Allemands. Alors, autre sujet, parce que effectivement, on ne vous mettra pas d'accord sur l'énergie et on verra justement, c'est assez intéressant Non, mais dans les c'est semaines qui viennent, ce qui va se passer, Absolument, mais surtout en au niveau Allemagne du retour de... également. En Allemagne également, bien parce sûr. que le sujet, il est Absolument. là. Et la réunion de la semaine prochaine, à mon avis, va être fondamentale avec le chancelier allemand, justement. Eh bien, on va en reparler. L'affaire Iqiyoussen, Gérald Darmanin, mais d'abord peut-être cette manifestation aujourd'hui sur la République. Alors, Chloé Lagadou nous l'a compté, narré tout à l'heure dans le journal de 18h, avec 200 personnes sur place, autorisées à rien dire, c'est-à-dire que c'est le statu quo, il y a juste les organisateurs qui ont pris la parole. Est-ce que ça vous a choqué d'ailleurs, Isabelle Florennes, la tenue de cette manifestation et comment est-ce que vous avez vécu justement le déroulement de cette manifestation qui en fait n'a pas été une manifestation comme d'habitude à corps et à cri avec des prises de parole? C'est un flop global, hein. Enfin, je veux dire 200 personnes, et heureusement à la limite, parce que une manifestation qui s'intitule contre l'islamophobie en France, enfin moi je connais un petit peu le sujet, j'ai fait un rapport sur les actes antireligieux quand j'étais parlementaire, et ça n'existe pas. Il y a des gens qui instrumentalisent ce thème de l'islamophobie, on les connaît hein, en France politiquement. Dans l'échiquier, ils sont quand même plutôt à gauche, à l'extrême gauche. Hein. Et ils s'en servent régulièrement à chaque élection pour remettre le sujet sur le tapis. Non, la réalité, c'est que malheureusement, la population et certains musulmans peuvent être victimes d'actes anti-musulmans, mais la réalité de l'imam Iqiyoussen, c'est pas du tout ça. La réalité, là, c'est un prêcheur qui a fait l'objet d'un arrêté et qui devait être expulsé. Il y a eu un imbroglio administratif que je trouve, enfin, et que nous trouvons tout à fait déplorable, à commencer par la décision du tribunal administratif. Et on se retrouve avec un enchaînement d'événements qui nous mettent devant la réalité maintenant, après la décision du Conseil d'État, que cette personne n'est plus expulsable de France puisqu'elle n'est plus sur le territoire français vraisemblablement. Et qu'on imagine qu'elle est en Suisse. Non, en Belgique. Enfin, franchement... C'est tout à fait déplorable dans le sens où, si vous voulez, on s'est battu, en tout cas dans cette mandature, aux côtés de Gérald Darmanin, nous avons voté une loi contre le séparatisme pour justement permettre d'accélérer et que là on se retrouve finalement avec une justice administrative qui en premier ressort a mis à défaut la décision ministérielle, je l'ai tout de suite et nous l'avons tout de suite regretté, qu'après des politiques ne soient pas clairs, et ça on les condamne, et qu'ils aient joué aux dernières élections présidentielles comme législatives sur le communautarisme et qu'ils continuent et que finalement ils agitent un certain type de population autour de cette prétendue islamophobie. C'est un fait qu'il faut combattre et qu'il faut condamner et continuer de combattre. C'est pour ça que je continuerai à me battre sur ces sujets.
Jonas Haddad. Bon, d'abord, je pense que le flop d'aujourd'hui, ça montre que si on veut combattre l'islamisme, ce sera jamais contre les musulmans, mais avec les musulmans. Et parce que nos compatriotes musulmans savent très bien et ils sentent qu'à un moment, il faut qu'on mette une barrière très étanche entre ceux qui pratiquent leur religion calmement, tranquillement, et ceux qui utilisent la religion pour tuer d'autres personnes. Deuxièmement, ce que ça démontre aussi, et ça c'est l'avocat qui vous le dit, c'est que voter une loi, ça ne suffit pas malheureusement, madame. Ça ne suffit pas parce que c'est bien de voter des lois, c'est bien de commenter des décisions de justice, mais c'est aussi bien de les exécuter. Et vous savez, le symbole de la justice, c'est le glaive. Donc évidemment, il y a la balance, le moment dans lequel on décide, et puis après, c'est le glaive. Le moment dans C'est exactement ce que vient de dire Isabelle Farrell. Administrative, je n'ai pas dit le contraire. Non, mais ce que je dis, c'est qu'une fois que le Conseil d'État a pris cette décision, moi, ce que je regrette, c'est que cette personne-là qui était fichée S n'ait pas été surveillée et qu'on n'ait pas eu les moyens et la capacité de faire en sorte qu'il évite de fuir. Imaginez-vous 30 secondes. Monsieur Iqiyoussen est censé être, entre guillemets, l'ennemi public numéro 1. Lui, il peut fuir. Vous imaginez les 3000 autres imams prêcheurs de haine, si c'est pas facile pour eux de pouvoir fuir ou de pouvoir échapper à nos services de surveillance. C'est-à-dire qu'on a mis dans l'État tous les moyens. Monsieur Darmanin a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, et même là, on n'y arrive pas. Ça montre aussi une forme de défaillance, d'une forme de, si vous voulez, de mammouth un peu bureaucratique sur la capacité à pouvoir surveiller. Et à côté de ça... là, on en revient au débat de on ne peut pas mettre un flic derrière chaque fichier S. Ça, puis, il y a différentes catégories. Bien sûr. Derrière le fichier S, duquel tout le monde parle depuis des semaines, à la télé, dans les médias, si on n'y arrive pas, là, il y a peut-être une petite problématique. Donc, je pense, moi, que ce n'est pas une victoire, c'est plutôt une défaillance de notre part qu'ils considèrent qu'ils puissent se balader comme ça. Et... Il faut, comme sur le sujet de l'énergie, pas dire en permanence « Ah, c'est pas de notre faute, il est parti, nous on avait mis les choses en place ». Il faut assumer de dire qu'il y a une décision de justice qui a été prise par des tribunaux, en l'occurrence le Conseil d'État, et que malheureusement, l'exécution a failli. Voilà. Ce que vous avez dit à propos des musulmans, Jonas Haddad, est intéressant. Vous dites qu'il faut qu'on le fasse, il faut qu'on règle ce problème avec les musulmans. Mais alors, comment on fait ? Parce qu'il y a des instances musulmanes. Il y a un conseil musulman. Il y a un conseil du culte musulman. Comment est-ce qu'on fait pour main dans la main ? Il n'y a plus de conseil du culte musulman. Il y a un forum des musulmans. Maintenant. Non, mais ça, c'est tout l'enjeu. Voilà. Eh bien, ce qu'il faut, moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il faut convaincre les cœurs. Parce que si vous voulez, c'est aussi à nous, et là, on en vient aussi à la thématique de l'éducation, de faire en sorte que dans toutes les classes de France, l'amour du pays soit non négociable. Et c'est là aussi, comme vous, j'en veux beaucoup à tous ces tenants d'une extrême gauche qui passent leur temps à expliquer que la France, elle est raciste, que la France, elle est islamophobe. Là, vous parlez de qui ? De Mélenchon et de ses alliés, très clairement, qui encore d'ailleurs une exclusivité d'Europe 1 cette semaine, qui a très bien dit qu'une note des renseignements territoriaux avait dit que la plupart des leaders islamistes avaient officiellement appelé à voter pour M. Mélenchon. Exactement. Dans n'importe quel autre pays du monde, et je le dis à ce micro, ça aurait disqualifié un leader politique de cet ordre-là. On aurait dit celui-ci est un ennemi potentiellement de la République parce qu'il s'acoquine et il accepte le vote de personnes qui sont dans cette position. Moi, je le dis très clairement, et ça peut choquer des gens si je le dis, etc. Pour moi, aujourd'hui, les gens qui sont autour de Mélenchon sont des collabos. Parce qu'ils collaborent avec des gens qui ont tué certains de nos compatriotes. Et donc, ils se placent dans cette position-là. Et très clairement, il faut qu'on mette des barrières étanches. Et quand je vous le disais tout à l'heure que c'est avec nos compatriotes musulmans qu'il faut le faire, c'est parce que je dialogue beaucoup avec certains de nos compatriotes musulmans qui me disent « on n'en peut plus d'être instrumentalisé, notre religion n'a rien à voir avec la politique ». Que ces gens d'extrême gauche nous laissent tranquilles et qu'ils les arrêtent d'essayer de nous draguer pour quelques votes. Alors ça, c'est typique. Vous voyez, vous dites, ils nous disent, on n'en peut plus, mais derrière, d'accord, mais travaillons ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait ? Absolument. Donc moi, je vous ai dit, l'éducation, mais deux, une énorme fermeté sur le fait que les prêcheurs de haine qui sont étrangers soient tous renvoyés. Et vous voyez la difficulté qu'on a eu à attraper Iqiyoussen. Imaginez la difficulté pour que tous les prêcheurs de haine soient renvoyés. On ne les a pas tous renvoyés. Deuxièmement, et je le redis ici, on ferme toutes les mosquées dont on sait qu'il y a des prêches. Ça n'a toujours pas été fait. Et troisièmement, et ça, la loi le permettra, c'est une réalité, mais encore une fois, la loi le permet, mais vous voyez, c'est comme quand quelqu'un est condamné et qu'on n'exécute pas sa peine de prison. La loi ne suffit pas. Qu'on soit beaucoup plus ferme sur notre relation avec les pays dont les personnes sont ressortissantes. Donc en gros, c'est très clair. Diplomatiquement, notre combat, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui sont de nationalité étrangère, qui prêchent la haine dans ce pays, soient renvoyées dans leur pays
peu importe nos relations avec les pays. Vous savez comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il faut un visa consulaire pour que Un le pays laissez-passer, accepte. absolument, voilà. un laissez-passer consulaire. Eh ben ça, c'est un autre problème, Eh parce ben, qu'il n'est pas toujours là, le Eh ben, laissez-passer. alors justement, c'est ça que je regrette. Le gouvernement, au dernier quinquennat, a dit, écoutez, on va faire une grande avancée. On va réduire de 50% les laissez-passer pour les personnes si jamais on n'accepte pas de nous récupérer des personnes qui sont des délinquants. Ah oui? Et pourquoi 50%? Pourquoi en même temps? Pourquoi 1 sur 2? Pourquoi pas 100%? Isabelle Florennes. Non, mais on a... C'est facile. Enfin, bon, Qu'est-ce qui est facile? de dire ce qu'il faut faire. Puisque c'est ce qu'on demande, a priori. Travaillé. Non, mais je veux dire, c'est bien, non, mais c'est bien de le dire, mais c'est comme si s'était rien passé. Et or, il s'est passé des choses. Et je les ai à peu près suivies pendant 5 ans. Et pour vous dire, pas super bien vécues non plus, parce que notamment la relation avec l'Algérie et la question de la restriction sur les visas, on l'a vécu. Et je l'ai vécu en direct, sur le terrain. Très clairement. Ça se passe comment, Isabelle? Très mal. Ça se passe pas bien. Alors dites-nous. Donc la réalité, elle est que oui, il y a eu des interventions. Oui, le ministre de la Justice, oui, le ministre de l'Intérieur, oui, le président de la République a fait appliquer cette fermeté, notamment sur les visas, les restrictions de visas. Oui, c'est pas facile sur le terrain quand après vous avez des communautés, vous avez des ressortissants algériens qui viennent vous voir toutes les semaines en disant c'est insupportable et qui ensuite, finalement, disent, bon, vous voyez, on est là depuis longtemps, mais nous, on veut plus de nous, et que tout ça rentre dans la prolifération, finalement, de l'extrême gauche qui a réutilisé, finalement, cette politique de fermeté que nous avons menée depuis un certain nombre d'années vis-à-vis, notamment, de l'Algérie et de ses ressortissants, des clandestins, notamment, des retours. Tout ça, c'est une politique qu'il faut mener avec une vraie volonté politique. Je crois que le gouvernement l'a, malheureusement. C'est compliqué. C'est compliqué de dialoguer avec l'Algérie. J'espère que la visite du président de la République, et on l'attendait depuis longtemps, on l'entend depuis longtemps, cette visite-là, donnera notamment aussi des résultats en matière de retour, en matière de fermeté sur les entrées du territoire ou sur les retours de clandestins. Ça, c'est une vraie politique. Ça doit être mené et elle est menée. Mais je vais vous dire, c'est bien. On a des visions, on a des gens qui nous donnent des conseils, très très bien. Et après, il faut le vivre. Et après, il faut le faire. Je suis d'une circonscription, vous savez, monsieur, où il y a un consul. Il y a une communauté algérienne et pour l'avoir vécu sur le terrain tous les jours, ce n'est pas si simple à faire appliquer. Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup à Jonas Haddad et merci